Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 4 avril, des nouvelles de l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains, mais aussi la campagne des pro-Prangexit et le rajeunissement des forêts à Gland. En plateau, on recevra les deux municipales en charge de la culture pour rôle, Monique Choulapugnal et Loïc Altiman. L'eau minérale de Divonne-les-Bains inquiète ses voisins. En voulant lancer sa propre marque d'eau minérale, l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains souhaite également devenir la première station thermale du bassin lémanique. Un projet qui inquiète Français mais aussi Suisses. Les réactions au micro de Florian Cavalieri. Nous sommes à la douane de Chavannes-de-Bogie, il est 8 h du matin. Et comme à peu près tous les matins, on peut constater une file de voitures qui remonte depuis Divonne jusqu'au pont de l'autoroute. Alors si on se trouve ici, c'est bien évidemment parce que le projet d'usine d'embouteillage à Divonne ruisselle jusque dans votre commune. Expliquez-nous quelles sont vos interrogations par rapport à ce projet. Nous avons des interrogations parce qu'on a découvert ce projet un petit peu sur le tard. On a un déficit d'information de la part de Français, de la part de Divonne, qui ne nous a pas intégrés dans le projet, dans la présentation de ce projet. Et on se rend compte que ce projet risque d'amener un trafic, entre autres, de camions. Et comme pour notre population, la question du trafic est essentiel sur notre région, en tout cas de Terre Sainte. Ça nous inquiète, Les premiers articles ont paru dans la presse et les fronts semblent bouger. Voilà, des personnes réagissent, des personnes nous contactent et maintenant on aimerait y voir un petit peu plus clair. Voilà. Les autorités de Divonne ne vous ont jamais tenu au courant de ce projet, c'est-à-dire une usine d'embouteillage d'eau avec 80 camions par jour qui passerait par cette douane de Chavannes. Non, on n'a jamais eu d'informations. J'ai eu un contact l'année passée, fin d'été, mais c'est tout. Sinon, on n'a jamais eu d'invitation à voir le projet, à voir une maquette, à parler des impacts pour notre commune ou pour la région. Alors, ici on est dans la région du Grand Genève. L'interlocuteur privilégié du Grand Genève, c'est Région de Nyon. Est-ce que vous avez interpellé Région de Nyon? Est-ce que Région de Nyon est en contact avec Divonne? À ma connaissance, non. Région de Nyon n'a pas été active sur ce projet. Ce que j'espère, c'est que maintenant, vu les réactions de divers médias, le projet qui est impactant pour la région doit remonter sur le bureau de Région de Nyon et j'espère que voilà, une suite pourra être donnée. Vous allez les interpeller peut-être lors du prochain conseil intercommunal? Par exemple, oui. Judith Hebert, vous êtes la maire de Grilly. C'est avec vous qu'on avait fait une interview il y a une semaine. C'est à travers vous qu'on a eu connaissance côté suisse de ce projet français. Qu'est-ce qui a bougé depuis une semaine? Déjà, le public commence à être au courant du projet, puisque moi j'ai été interpellée par la population quand je me promène sur la voie verte, qui est sur l'emprise de la voie ferrée justement. Après, moi j'ai pris contact aussi avec l'opposition de Divonne, parce que comme ils avaient voté aussi ce projet en 2016, où je voulais connaître un petit peu leur position, ils se posaient des questions. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient remonter ces questions en conseil municipal, et j'espère qu'ils seront entendus. Alors, le grand projet de la mairie de Divonne, c'est de faire de Divonne-les-Bains le premier centre thermal du bassin lémanique. Vous y croyez à ce projet? Alors je vais prendre un exemple, c'est la station thermale d'Évian. Elle était là bien avant de mettre de l'eau en bouteille. C'est parce qu'ils étaient très très connus en tant que station thermale qu'ils ont mis leur eau en bouteille Évian. Et c'est quelque chose qui date d'avant les années 1900. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment rivaliser avec autant d'histoire et de passé. Ça me semble assez ubuesque. La suite, c'est ce conseil à Divonne qui aura lieu le 11. Est-ce que vous y serez, ou du moins vous y serez à l'issue de cette séance pour recueillir des informations? Je pense pas.
Maintenant, je pense que c'est aux Divonnais de prendre les choses en main, d'aller interpeller leurs élus et puis aussi d'être impliqués dans ce choix de décision. Une usine d'embouteillage, ça nécessite des infrastructures, ça nécessite de le penser et ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été en concertation avec les différentes personnes qui pourraient être impactées. Et en même temps, aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts et c'est plus tendance de mettre de l'eau en bouteille. Et vous restez attentive et côté sud, je crois qu'une réunion est agendée. Oui, nous avons convié le maire de Divonne à la prochaine réunion des syndics de Terre Sainte. Et nous espérons avoir plus d'éclaircissements et plus de précisions sur l'avenir de ce projet. Roll fête cette année ses 700 ans d'existence. L'occasion de célébrer cet anniversaire en grande pompe avec plusieurs manifestations qui débuteront ce week-end, donc vendredi et samedi 5 et 6 avril, où l'histoire de la ville sera projetée sur les murs du château. L'occasion de parler de toutes ces manifestations dédiées au 7 art avec les deux municipales en charge de la culture de Roll, Monique Choula-Pugnal et Loïc Aldiman. Merci et bonjour merci d'être avec nous et bonjour. Voilà. Bonjour. Je vais y arriver. 700 ans, c'est un bel anniversaire que vous fêtez là. J'aimerais savoir, ces 700 ans, qu'est-ce qui signifie pour vous, tout simplement en tant que municipaux? Alors, 700 ans, c'est un anniversaire important. Moi, si vous permettez, j'aimerais revenir à l'origine de cette organisation. C'était 700 ans en 2016, quand on s'est partagé les dicastères avec mon collègue. Nous étions tous les deux très intéressés par la culture. Et je crois que ça doit être la seule commune ou seule ville qui a deux municipaux à la tête de la culture. Loïc est de gauche, moi de droite. On ne peut faire qu'avancer les projets. Et on a décidé, quand on a réactivé cette commission de la culture, parce que c'était vraiment une envie de la commission de gestion, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils disaient qu'il faut réactiver cette commission de la culture, on s'est dit, Loïc et moi, qu'est-ce qu'on va donner comme projet à cette commission de culture? Et là, on a décidé on s'est dit, il y a le 700e en 2019, donc, on va leur proposer de se plancher là-dessus. Et il y avait, on avait une commission qui était d'environ 12 membres. Et une membre de la commission a dit « Ah, on pourrait faire sur les 7 arts majeurs ». Et c'est comme ça qu'on a débuté la programmation de nos festivités. Ouais. Donc, le chiffre 7 au centre de l'histoire, mais surtout l'histoire de Roll. Comment est née finalement cette histoire de Roll? Puisque j'imagine qu'il a fallu se pencher au fait dans les histoires et dans les livres pour préparer ce 700e. Alors, on a beaucoup de chance à Roll, c'est qu'on a pas mal d'associations qui travaillent autour de l'histoire et des lieux historiques. Je vais vous en citer deux qui ont participé justement à l'élaboration du film Mapping qui va être projeté sur le château. C'est l'association des Amis du Château et la Société d'Histoire. Et c'est via ces deux associations qu'on a travaillé sur le fondement historique de la ville et qui nous a permis de constituer en grande partie le film qui va être projeté au château. Et d'ailleurs, une membre de la Société d'Histoire et le président de l'Association des Amis du Château ont prêté leur voix pour raconter l'histoire de Roll aux Rolloises et aux Rollois. Une belle histoire qui sera donc racontée ce week-end. Un anniversaire, c'est aussi l'occasion de recevoir des cadeaux. Surprise, chose faite en début de semaine, puisque la ville recevait de la part d'une mécène américaine une sculpture de l'artiste Jed Novak. Ça veut dire que Roll, finalement, est connu à l'international. Oh, je ne sais pas si Roll est connu à l'international, mais disons que c'est un cadeau du ciel. Et je crois que ça a été relaté dans la presse. C'était vraiment grâce à une chaîne d'amitié. Je dois dire qu'il y avait une membre dans la commission de culture qui connaissait quelqu'un qui était dans l'art contemporain. Et cette dame connaissait le marchand d'art Frédéric de Senarclan. Et c'est qui avait entendu qu'il y avait une mécène américaine qui allait offrir une sculpture on voit là l'œuvre à l'image. Qui allait offrir une sculpture en Suisse. Donc cette sculpture aurait pu être maintenant à Genève, Zurich, Bâle, enfin dans n'importe quelle ville. Et non, c'est tombé sur Roll. C'est vraiment un cadeau du ciel. Qui correspondait avec aussi une volonté politique de rendre la culture accessible à toutes et tous et la mettre sur le domaine public, c'est le meilleur moyen d'y intéresser toutes les générations.
Alors Ouais. on sait que c'est aussi un moyen de provoquer des réactions. Ouais, justement, vous en avez eu plusieurs, je crois, parce que c'est aussi ça, finalement, ces 700 ans, c'est de confronter de manière la culture et la politique culturelle aux citoyens et à tout un chacun. Oui, on a eu plusieurs réactions. La grande majorité est vraiment très positive. Mais c'est clair que l'art dans l'espace public, c'est aussi une manière de faire réagir et puis de rediscuter aussi comment chacun on vit ensemble, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense que là, on peut déjà dire que l'objectif de cette sculpture a déjà été rempli. L'objectif, c'est aussi finalement, on y revient, hein, de retracer l'histoire et les temps forts de Rolle. Est-ce que vous en avez certains qui vous ont peut-être marqué ou dont vous avez eu justement du plaisir à les découvrir au fur et à mesure de l'histoire? Aller découvrir, redécouvrir, je dirais, parce qu'en fin de compte, ça sera un film et ça va commencer par la construction du château de Rolle. C'était en 1264. Après, vous avez la construction de la ville, 1319. Vous avez surtout la Révolution. Et puis, je ne sais pas ce qu'on peut dire encore. Il y a, après, il y a l'époque moderne où on parle des industries qui ont fait Rolle et certaines sont encore à Rolle. Ce qui était, moi je trouve, ce qui est vraiment émouvant, c'est de voir l'histoire de la ville. Moi qui suis un jeune Rollois en âge, c'était de voir des cartes postales de lieux dont on m'a toujours parlé, dont mon grand-père m'a parlé. Et c'est ça qui est intéressant. Quel regard justement vous portez sur l'évolution de la ville, comme vous le dites, vous, d'un point de vue jeune? Alors, la ville, elle est magnifique. L'important maintenant, c'est d'être soucieux de comment on fait vivre les relations, le lien social à l'intérieur d'elle. Et la municipalité actuelle, on est vraiment soucieux d'être attentif à comment les générations vivent ensemble et aussi au dispositif du lien social qu'il y a autour du vivre ensemble à Rolle. Quel avenir pour Rolle? Et les 700 ans à venir, justement, comment est-ce que vous les espérez ou comment vous les envisagez? L'avenir pour Rolle, magnifique. C'est tout ce qu'il y a à dire. Magnifique, c'est ce qu'on lui souhaite. On l'espère, magnifique. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour notre ville. Moi, j'ai l'habitude de dire que Rolle, c'est la plus belle ville de la côte. Ouais. Et mon collègue rajoute... Du monde. Du monde, voilà. Et puisqu'on parle d'avenir, il y a beaucoup de dossiers du point de vue actuel qui vous préoccupent, puisque je vous ai sous la main ces incendies dont avaient subi les conséquences Rolle. Est-ce que vous avez justement des nouvelles et de l'enquête? Où est-ce qu'on en est? Alors, vous pensez bien que c'est de l'actualité récente. On ne peut pas donner des nouvelles actuellement parce que c'est sous les mains de la gendarmerie. Donc, nous, on ne peut pas vous donner de nouvelles fraîches. Par contre, on peut souligner à la population qu'on est véritablement attentif à ce qui se passe et qu'on met aussi des dispositifs de sécurité publique pour lutter face à ces actes. Donc, vous y êtes attentif pour les 700 ans. Est-ce qu'il y a plus de sécurité qui a été mise en place? Comment ça s'est fait? On ne va pas vous détailler le plan de sécurité parce que le but, c'est qu'il ne soit pas non plus extrêmement connu de tous pour ne pas être déjoué. Mais c'est un projet qui vous préoccupe. Un autre projet dont on parle aujourd'hui dans la presse, c'est le projet Schenk. Donc j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous pouvez enfin aller de l'avant. C'est en tout cas ce que nous apprennent nos confrères du 24 heures. De l'avant, pas tout à fait. On est encore pendant de futurs recours à des échelons supérieurs. Donc... on ne va pas se précipiter en vous disant qu'on peut aller tout à fait de l'avant. On attend que toutes les échéances de recours soient finies pour, là, enfin pouvoir aller de l'avant. Je pense que ma collègue est d'accord avec moi. Justement, cette nouvelle cave et ce futur quartier sur gare, qu'est-ce qu'on peut y projeter ou qu'est-ce qu'on peut en dire au stade actuel des choses, du coup? On attend que comme Loïc a dit, que les recours soient finis. Enfin, que... le délai pour faire recours soit fini et puis on verra ce que ça donne. Ce qu'on peut rêver, c'est que ce soit un quartier vivant, en lien avec le reste de la ville et puis accessible à tous aussi. Qui fasse vivre cette ville de Rolle comme jusqu'ici, jusqu'à ses 700 ans. On pourra vous y voir, je crois, ce week-end durant la manifestation. Oui. Donc on peut faire encore une annonce? Allez-y. Je crois. On aimerait bien tous vous voir justement demain, vendredi 5 avril. Le film est projeté à 21h30, mais il y a des stands qui seront ouverts à partir de 19h. Et tout ça dans la bonne humeur. Merci d'avoir été avec nous. Et un bon week-end, bonne festivité. Merci. Merci beaucoup. À demain.
À Prangin, le comité 62 qui milite pour la sortie de la commune de l'organe régional Région de Nyon a officiellement lancé sa campagne en vue de la votation sur le référendum du 19 mai. Mercredi soir, le comité exposait ses arguments lors de sa deuxième soirée dédiée à la rencontre avec la population. Alors on a essayé de répartir dans le temps, entre le 3 avril et le 1er mai, 2 séances pour inviter la population à venir nous poser des questions sur la décision que l'on a prise. La décision n'était pas une décision facile, c'est une décision technique. C'est important d'avoir un échange avec la population et ça nous permet aussi de présenter le travail qu'on fait au conseil communal en tant que représentant des citoyens pranginois. Le fruit de votre travail, justement, vous le présentez aujourd'hui en dénonçant justement les dysfonctionnements de Région de Nyon. Alors rapidement, qu'est-ce qui ne va pas du côté de Région de Nyon ? Alors on s'est rendu compte que la structure telle qu'elle a été conçue il y a maintenant bientôt 14 ans est une structure qui n'est pas adaptée au temps aujourd'hui. On a des travers qui sont partis dans l'organisation de la gouvernance de cette structure. Parmi ces travers, il y a le problème de représentation et de représentativité de la population et il y a des décisions qui se prennent beaucoup trop loin du conseil communal. On se rend compte que quand il est nécessaire d'investir, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent dans les bourses communales, les conseillers communaux ont de la peine à comprendre de quoi il s'agit. Et vous présentez aujourd'hui des exemples concrets, comme dans le cas de l'abattoir. Donc, qu'est-ce que vous reprochez sur ce fait précisément, par exemple ? Alors typiquement dans le cadre de la votation sur l'abattoir du Carré, malgré le fait que la majorité de la commission du Conseil a préavisé le Conseil en attirant l'attention du Conseil intercommunal sur le fait qu'il y avait un dysfonctionnement, le règlement n'était pas respecté, cette décision aurait dû être reportée jusqu'à ce qu'on obtienne la convention. Il est nécessaire, selon le règlement du DISREN, d'obtenir une convention entre les communes. En plus, on avait un problème d'extraterritorialité pour un projet qui se réalisait en dehors de la région, qui posait problème. Donc tous ces problèmes n'étaient pas résolus avant de pouvoir passer à l'investissement. C'est contraire au règlement, c'est dommage, c'est pas comme ça qu'il faut prendre des décisions. Un travail que vous voulez également positif en montrant ce que devrait être Région de Nyon. Comment devrait être justement cette association selon vous ? Exactement. Alors le premier principe qui a été oublié, c'est la démocratie, c'est-à-dire la représentativité. Un conseil qui doit être majoritairement constitué de représentants des conseils communaux de la région. Et puis surtout une philosophie de service à l'ensemble des communes du district. Ça ne va pas d'exclure ou que certaines communes s'excluent d'un certain nombre de décisions. On voit bien que ça pose problème. On a la possibilité de faire une structure différente, mais pas aussi complexe que ce qui a été mis en place. Donc aujourd'hui, Prangin pourrait vivre et survivre seul parmi le reste des communes ? Absolument, comme je vous l'avais déjà répondu une fois dans une autre interview, d'autres communes le font. La commune de Cran apporte la preuve que c'est tout à fait facile, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut tourner la question. La question, c'est comment mettre en place une structure qui permet d'intégrer l'ensemble des communes avec des compétences qui sont clairement définies. On sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement ce qu'on paye et on évite d'avoir des problèmes. Donc aujourd'hui, en somme, vous n'êtes pas contre l'association Région de Nyon, mais si je vous comprends bien, contre son fonctionnement. Alors, justement, on est contre l'association de communes telle qu'elle a été montée. Par contre, on n'est pas contre le principe de la réflexion des projets régionaux qui fait tout son sens et qu'on soutiendra et qu'on souhaite au niveau du Conseil continuer à soutenir cas par cas, projet par projet. On nous présente des projets et on dit si on est d'accord ou pas d'avancer sur les projets. En bref, l'aménagement temporaire de la place du château, repoussé d'un été, des commerces qui pourront ouvrir jusqu'à 19h et un plan d'affectation de la Sueta accepté. Voilà les principales décisions prises lundi soir par le conseil communal de Nyon. Les réactions au micro de Florian Cavalieri. Oui, c'est un des éléments importants du cœur de ville, du concept cœur de ville qui tombe. On espérait pouvoir réaliser cette place du château pour l'été 2019 pour la rendre à la population. Mais malheureusement, un certain nombre d'oppositions font qu'on va devoir écouter ces opposants et enfin, surtout répondre à ces oppositions. Et pour 2019, ça sera trop court, donc on ne fera pas d'aménagement cette année. Mais cet aménagement est bien prévu et si je vous entends bien, il se fera en 2020.
Oui, parce que c'est toujours un objectif pour la municipalité, c'est un des éléments clés du cœur de ville. On parlait des commerçants, on parlait de redonner du dynamisme au centre-ville. Et la place du château est un des éléments pour ramener du monde au centre-ville, pour ramener les gens sur le sud de la vieille ville. Autre élément, ce n'est pas tout à fait votre dicaster, mais néanmoins, les commerces pourront ouvrir jusqu'à 19h dorénavant. Oui, c'est un choix. La municipalité a décidé d'offrir un choix aux commerçants pour ouvrir plus tard. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de commerçants qui travaillent en famille et c'est une possibilité qui leur offre verte. Après, on espère qu'ils vont saisir cette chance et donner un petit peu de disponibilité pour faire les courses au centre-ville. Voilà une possibilité, mais une possibilité qui n'est pas contraignante. On va revenir à votre dicaster et on va parler de la Sueta. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Alors c'était un soulagement. Le conseil communal a adopté ce plan partiel d'affectation, puisqu'il y avait deux rapports, un de majorité-minorité qui acceptait et l'autre qui refusait ce plan d'affectation. Et je crois que le conseil communal a bien pris conscience de l'enjeu qu'il y avait ce soir sur ce plan de quartier, non seulement sur la Sueta, mais sur l'ensemble des rénovations de ces immeubles des années 60. Et là, on a une très bonne collaboration avec les propriétaires. Tout s'est très bien passé avec la mise à l'enquête, avec le canton, avec les locataires. Donc on est vraiment satisfait que la dernière étape, qui est le conseil communal, se soit bien passé aussi et qu'on puisse aller de l'avant avec ce nouveau plan de quartier. Maintenant, il va falloir que le propriétaire vienne avec un permis de construire qui sera aussi déposé et qui sera soumis à enquête publique, mais on souhaite qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, puisque jusqu'à maintenant, en tout cas, que je le répète, toutes les étapes se sont passées avec succès et que je pense que c'est un très beau projet avec des îlots, avec beaucoup de verdure, avec des allées et surtout des servitudes où la population pourra passer dans ces quartiers pour la mobilité douce. La ville de Gland plante des chênes pour le futur et rajeunit ainsi ses forêts. L'opération a débuté à Malagny où 2 classes de Mauverney ont fait l'école buissonnière pour participer à ce projet. La municipalité prévoit de planter 2000 chênes pendant les 5 prochaines années. Ce mardi à Gland, c'était école buissonnière. Une petite vingtaine d'enfants de l'école de Mauverney ont planté des arbres, des petites pousses qui pourront atteindre 45 mètres à terme et dont les générations futures diront qu'elles sont devenues fortes comme des chênes. Nos forêts doivent être accueillantes, elles le sont aussi pour les enfants. Donc on a invité une classe de première primaire à venir faire cette plantation et on leur a souhaité de revenir ici d'ici quelques années avec leurs enfants et petits-enfants pour voir le résultat de ce qu'ils auront fait aujourd'hui. Et si cet espace de forêt situé au lieu-dit de Malagny a été choisi, ce n'est pas innocent. Sur cette parcelle communale, 2000 chênes vont y être plantés en 5 ans. Le but, rajeunir cette forêt pour lui permettre de s'adapter au changement climatique. La forêt, c'est un bien commun et tout le monde doit pouvoir en profiter, s'y balader. De par la loi, en vérité, tout le monde peut se promener dans les forêts, c'est un article du Code civil. Maintenant, 17 hectares sur 128 sont en main de la commune. Donc la commune s'occupe seulement de 17 hectares pour sa population. Après, le reste est en main privée, même si le Code civil permet en vérité de se promener dans toutes les forêts, en tout cas dans la théorie. Dès 2017, Gland a établi un plan de gestion de ces forêts, une obligation légale pour toutes les collectivités publiques. Et chaque espace boisé de la commune est répertorié dans ce plan, ainsi que sa fonction. Ce plan de gestion des forêts a une dizaine d'objectifs, dont notamment ici des objectifs, c'est la sylviculture, c'est-à-dire le rajeunissement des forêts et le choix des essences. Donc aujourd'hui, on a rajeuni une forêt et on plante en fait des chênes. Arbre emblème de la commune de Gland. Élément clé du paysage, incubatrice de biodiversité, qu'elle serve de protection contre les dangers naturels ou qu'elle soit source de matières premières, les fonctions principales d'une forêt sont au nombre de 4. C'est pour ça qu'il faut les entretenir. Nous, on a des forêts vraiment d'agrément où on veut que la population puisse se promener sans danger, sans risque. Et puis, on veut aussi avoir des forêts qui dépérissent pas. Donc, il faut faire du rajeunissement, il faut faire des choix des essences qu'on va replanter. Le chêne, c'est vraiment une essence tout à fait locale. En autre feuillure, on va aussi planter du hêtre, qui est aussi une essence très locale et recherchée. Les anges gardiens de ces êtres sont les forestiers. Ils sont chargés d'anticiper les besoins de la société et de maintenir ces massifs d'arbres en bonne santé. Le groupement forestier en charge des forêts glandoises compte 11 collaborateurs. Mon travail est principalement réalisé pour la gestion des forêts, donc la gestion technique, le conseil aux propriétaires pour les travaux à réaliser, le marquage des arbres,
à enlever lors de chaque année. Et puis principalement aussi tout ce qui est élaboration des projets comme celui-là ou les recherches de subventions auprès des partenaires. 15 heures, les écoliers repartent tout fiers d'avoir déjà laissé leur empreinte écologique dans le futur. Quant au bois coupé, il servira pour la construction de maisons ou de charpentes. Il sera transformé en meubles et en jouets ou servira même au chauffage d'iconotes. Car dans le bois, de la pousse à la coupe, tout est bon, tout est valorisable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine.